Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre donc pour ce 32e webinaire du réseau Rappel qu'on a voulu dédier aujourd'hui à l'analyse de la mise en œuvre du permis de louer sur l'agglomération de Béziers-Méditerranée. Donc le permis de louer, c'est un dispositif qui a été prévu par la loi Allure en 2014 et mis en œuvre par un décret en 2016 et qui permet en fait aux communes ou aux EPCI volontaires d'utiliser cet outil de lutte contre l'habitat indigne en mettant en place sur des quartiers ou sur des typologies de logements un permis de louer qui passe soit par une déclaration de louer, soit une demande d'autorisation. Donc c'est pas forcément directement connecté à la lutte contre la précarité énergétique à ce stade parce qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent d'attester de la performance énergétique du logement dans le permis de louer. Mais par contre, c'est directement connecté à la lutte contre l'habitat indigne, au logement décent et à l'application du règlement sanitaire départemental. Donc on a estimé quand même que même si les liens étaient ténus, ils existaient et que rien n'empêchait d'envisager demain la mise en œuvre de ce permis de louer et son élargissement sur des questions de lutte contre la précarité énergétique. En tout cas, c'est un outil qui est intéressant pour lutter contre l'habitat indigne. Et donc, pour nous présenter la manière dont ça a été mis en œuvre depuis quelques temps sur l'agglomération de Béziers, Méditerranée, on a Jean Cavalli, qui est chargé de mission habitat à l'agglo, et Servan Père, qui donc fait la visite des logements et gère un petit peu ce dispositif, qui vont nous en faire la présentation avec un bilan de l'expérience telle qu'elle est menée actuellement sur leur territoire. Donc la réunion est enregistrée, elle sera mise en ligne pour pouvoir être revisionnée ultérieurement par vous ou par vos collègues si jamais vous voulez leur transférer le lien. On va avoir une demi-heure de présentation environ par les deux personnes qui sont à l'écran actuellement. Et puis ensuite, on aura une demi-heure de questions-réponses. Vous pouvez préparer et poser vos questions tout au long de l'intervention dans le petit onglet de conversation qui est sous la présentation PowerPoint, sachant que les intervenants ont pour consigne de ne pas regarder les questions, et Claire Bally, qui coanime le réseau Rappel et qui est connectée actuellement, et moi-même, on retransmettra ces questions à l'issue de la présentation pendant une demi-heure. Voilà. Donc je vous souhaite une belle présentation et vous dis à tout à l'heure. D'accord, d'accord, entendu. Bonjour à tous. Donc, on vous fait un petit exposé, un petit retour d'expérience sur la mise en place du dispositif d'autorisation de louer sur la Globésie Méditerranée. On a essayé de respecter un plan qui nous avait été proposé, un petit rappel du contexte, les étapes de la mise en place, l'organisation pratique du dispositif et puis un premier bilan. Donc j'attaque de suite avec le contexte. Alors, on a insisté sur le fait qu'il était évident qu'il fallait un contexte favorable pour la mise en œuvre du dispositif, à savoir une volonté politique de décideurs locaux. Nous, c'était le cas lorsque nous avons mis le dispositif en place à la mi-année 2018, puisque nous avons d'un côté le président de l'agglo et le maire de la ville-centre de Béziers qui étaient très favorables à la mise en place de cette autorisation de louer. Donc, dès que les textes officiels ont permis cette mise en place, nous avons lancé la procédure que je vais vous décrire un petit peu plus tard pour que tout se mette en place rapidement. Un dernier détail, il était important pour nous que ce soit l'agglo, au regard de sa compétence habitat et logement, qui ait la main sur le dispositif. Le maire de la ville-centre aurait souhaité l'avoir de son côté, mais au niveau intercommunal, notre président a vraiment souhaité que ce soit l'agglo qui mette en place ce dispositif. Donc très rapidement, on s'est orienté vers l'autorisation préalable plutôt que la déclaration de mise en location, puisque ça nous semblait beaucoup plus intéressant, ce contrôle en amont des logements, que permettait l'autorisation préalable. À l'inverse, la déclaration de mise en location est un dispositif qui oblige les propriétaires bailleurs à déclarer auprès de la collectivité la mise en location d'un logement, mais 15 jours après que la location soit effective. Donc nous n'avons pas hésité à choisir l'autorisation qui permet ce contrôle en amont. L'objectif, c'était à la fois de prévenir les situations potentielles d'habitat indigne, mais également, et ça on l'a vu par la suite dans la pratique, de davantage sensibiliser les propriétaires bailleurs aux normes de décence d'un logement, mais également les informer sur leurs obligations.
Et enfin, dernier point qui était important, ça nous permettait également, en fonction des choix des périmètres, hein, de mieux connaître le parc immobilier, notamment privé, dans les centres anciens. Pourquoi centre ancien? Parce que c'est là essentiellement que se concentrent potentiellement les habitats indignes, alors que ce soit au cœur de la ville-centre de Béziers, mais également sur les communes de l'agglo plus petites, hein, les villages, hein, qui entourent la ville-centre, et qui sont eux aussi concernés par l'habitat dégradé dans leur centre ancien. Dernier point, il nous semblait aussi important d'envisager la mise en place de ce dispositif comme non pas comme une solution à tous les maux en matière d'habitat indigne, mais voir ce nouvel outil mis à disposition par la loi comme un outil complémentaire de ce qui existait déjà sur notre territoire, puisque notre territoire est découvert par une OPA, hein, une opération programmée d'amélioration de l'habitat sur le centre ancien de Béziers, mais également par un PIG, un programme d'intérêt général sur les communes de l'agglo, et également, mais j'y reviendrai peut-être plus tard, sur un dispositif de lutte contre la non-décence des logements qu'on a en partenariat avec la CAF de l'Hérault. Donc, l'autorisation de louer s'ajoutait de façon complémentaire à tous les dispositifs que je viens de vous énumérer. Alors, pardon, sur la mise en œuvre de l'autorisation, ça s'est fait par plusieurs étapes. Hein. Il y a eu d'abord un travail de rencontre de tous les maires de l'agglo, c'est-à-dire les 17 maires de l'agglo, hein, donc qui ont été rencontrés par la cellule Habitat dégradé de notre agglomération, pour leur présenter, pour leur expliquer de quoi il s'agissait. Au bilan, au final, il y a 10 communes sur 17 qui ont souhaité adhérer. Un maire qui nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas s'engager dans ce dispositif, et 6 communes qui se donnaient le temps de la réflexion, c'est-à-dire, j'imagine, qui attendaient qu'on leur présente des bilans pour voir s'ils s'engageaient là-dedans. On leur a expliqué que les premières obligations, c'était de délimiter un périmètre, hein, choisi par eux-mêmes. Alors très souvent, forcément, c'était les zones qu'ils connaissaient bien comme étant des zones fragiles ou des axes qu'ils estimaient prioritaires. Circuler la diapo suivante. Donc cette rencontre avec les maires, elle s'est déroulée sur 4 mois. Une fois que ça a été entendu, nous avons réceptionné les périmètres qu'ils nous ont adressés. J'insiste sur le fait que c'est vraiment eux, hein, qui ont choisi en tant que maire, c'est eux qui connaissent le mieux leur commune, donc c'est eux qui nous ont proposé leur périmètre, c'est en aucun cas la direction de l'habitat. Et par la suite, nous avons mis en place la délibération communautaire, qui prévoyait aussi en annexe, outre les périmètres cartographiés, mais également la désignation des voies concernées. Donc nous, le vote s'est fait en décembre 2017. Et par la suite, comme la loi l'exigeait, une période de 6 mois en stand-by a été respectée avant qu'on puisse lancer de façon opérationnelle le dispositif. Alors, on vous a mis un petit diaporama sur les mentions qui nous semblaient incontournables sur la délibération, à savoir le rappel du contexte et de l'objectif. Également, la date d'entrée en vigueur de l'autorisation de louer. Alors, pour 9 communes sur 10, l'entrée en vigueur s'est faite au 2 juillet 2018. Et pour une commune qui a adhéré au dispositif un petit peu après, ça s'est fait pour le 1er octobre. Également, dans la délibération, il est important d'indiquer le lieu qui centralisait l'enregistrement des demandes de l'autorisation. Alors pour nous, c'était la maison de l'habitat durable. Ce choix nous semblait évident parce que la maison de l'habitat durable, c'est un guichet unique, voilà, un lieu qui est réservé aux propriétaires, entre guillemets, bailleurs ou occupants, qui peuvent se renseigner à la fois sur l'OPA, sur le PIG, sur la décence avec la CAF, mais également sur l'autorisation de louer. Il était également important de préciser les modalités de dépôt, notamment qu'elles pouvaient et qu'elles devaient même opportunément se faire par courriel, puisque ça nous semblait le vecteur de transmission de la demande le plus pratique. Également, sur la délibération devait figurer le nom des 10 communes concernées. Et enfin, j'en ai parlé en annexe, les voies concernées et la cartographie des périmètres.
Alors on vous a mis, donc évidemment on vous a pas mis en diapo, on vous a pas mis les 10 périmètres concernés, mais on en a choisi 3. Alors celui de la ville-centre de Béziers, celui de la commune de Sérignan. Alors je fais un petit arrêt sur Sérignan. Vous voyez qu'ils ont fait un choix de périmètre à travers des îlots. Ils ont sélectionné une douzaine d'îlots qu'ils ont choisi de soumettre à ce dispositif. Et également le choix de la commune de Villeneuve-les-Béziers qui, elle, a préféré mettre l'accent sur divers axes, rues ou avenues de leur centre ancien. Sur la partie communication et information auprès des publics concernés, alors on s'est servi entre guillemets de la période de 6 mois qui a suivi la délibération pour communiquer d'abord auprès du grand public à travers une campagne d'affichage qui indiquait avec le permis de louer, l'agglo agit contre l'habitat indigne. Également, nous avons fait rédiger des articles dans le magazine de l'agglo, bien évidemment diffusés dans les boîtes aux lettres de tout le territoire communautaire. Et une deuxième vague de communication auprès des propriétaires bailleurs concernés par l'intermédiaire d'un mailing, d'un courrier de plusieurs milliers de destinataires. Courrier signé de notre président et un courrier accompagné d'une brochure rappelant l'objectif du dispositif ainsi que les périmètres. Nous, on s'est appuyé, pour faire ce mailing, on s'est appuyé sur notre service SIG et également, en appui de ce mailing, on a communiqué à travers notre site internet de l'agglomération à partir d'une page d'accueil et d'un mot-clé indiqué via la page d'accueil. Et enfin, un dernier type de communication auprès des professionnels de l'immobilier, professionnels immobiliers au sens large, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a communiqué auprès des agences immobilières de tout le territoire et dans un second temps, on a communiqué également auprès des notaires. Là, on vous a mis le contenu de la petite brochure qu'on avait adressée aux propriétaires bailleurs concernés, avec un petit mot de notre président, un petit rédactionnel très bref, la campagne de communication et surtout les contacts de la maison de l'habitat durable, téléphonique et à la fois courriel. Sur la phase opérationnelle, on a démarré le 2 juillet 2018. Donc les demandes complètes à la fois CERFA, le CERFA type proposé par l'État, mais également les diagnostics techniques que les propriétaires bailleurs doivent joindre lorsqu'ils font leurs demandes. Donc ils ont été enregistrés dès le départ, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, par notre guichet unique MHD, Maison Habitat Durable. Et pour notre propre fonctionnement interne, la nécessité évidemment d'avoir un tableau de suivi mis à jour quotidiennement. Sur la procédure, il est important aussi, dès lors que nous recevons la demande complète CERFA plus diagnostic, d'adresser un récépissé en retour au demandeur. Et pour ce qui est de la décision à adresser au demandeur, on a, ça c'est la loi qui l'impose, un délai de mois à respecter. Alors durant ce délai de mois, finalement c'est assez court. Il faut une fois que le récépissé est adressé, il faut passer à la phase visite du logement. Ça, c'est ma collègue qui est à mes côtés qui s'en occupe. Puisque nous avons fait le choix dès le départ là aussi, alors que les textes ne nous y obligeaient pas très clairement, mais nous, il nous paraissait évident qu'à chaque demande, on devait associer une visite, évidemment, pour mieux se rendre compte de l'état du logement. Donc, systématiquement, à chaque demande complète, on associe une visite effectuée par ma collègue ici présente. Selon le diagnostic qu'elle faisait en son retour de visite, une décision était prise et transmise au propriétaire, ça va de soi. Pour ce qui est des différents modèles de décision, on a souhaité, en tout cas à l'agglo Béziers Méditerranée, s'orienter vers 4 modèles de décision, de manière à ce que les situations reflètent au mieux les situations rencontrées, les décisions reflètent au mieux les situations rencontrées. Ces décisions, elles sont prises sous forme d'un arrêté, donc quelque chose de forcément officiel, signé par notre président. Et c'était important aussi de reprendre à l'intérieur des arrêtés
l'ensemble des informations contenues dans le CERFA. C'est-à-dire que les informations qu'avait renseignées le demandeur dans le CERFA de sa demande au départ, il les retrouvait, mot pour mot, il les retrouvait dans la décision sous forme d'arrêté qui lui était envoyée. Donc, pour nous, nous avons fait le choix de 4 modèles d'arrêtés différents. Une décision d'autorisation pure et simple de mise en location. Ça, c'est quand le diagnostic ne fait pas ressortir de difficultés particulières et que le logement peut être loué en l'état. Une deuxième forme d'autorisation que nous on appelle autorisation sous réserve, sous condition, pardon. C'est quand on a face à nous un logement qui présente quelques défauts de non-décence. Alors on y reviendra là aussi un petit peu plus tard, mais où il n'y a pas en aucun cas de situation de danger à la fois pour la santé ou pour la sécurité du futur occupant, mais où on fait face à des petits soucis de non-décence. Donc là, on entre dans la catégorie d'autorisation sous condition. Troisième catégorie de décision, le refus d'autorisation avec prescription de travaux. Alors là, c'est voilà, quand les désordres rencontrés sont un petit peu plus préoccupants, on va dire. Et enfin, dernier cas de figure, alors pour l'instant que nous n'avons pas encore rencontré, c'est tant mieux, c'est le refus d'autorisation pur et simple. Là, ça peut être un cas, par exemple, de danger imminent qui nous impose de refuser purement et simplement l'autorisation aux demandeurs. Voilà, voilà, par exemple, comme me le rappelle ma collègue, pour une situation de péril imminent ou d'insalubrité irrémédiable. Ces cas de figure pourraient figurer dans le cas du refus d'autorisation pur et simple. Pour ce qui est d'un premier bilan d'étape après 1 an et 4 mois, donc 16 mois de pratique, nous en sommes aujourd'hui, tout confondu, c'est-à-dire la ville-centre plus les 9 autres communes engagées, nous en sommes à ce jour à 339 demandes enregistrées. Alors ce chiffre, il est arrêté au 31 octobre 2019, donc c'est tout frais, quoi. Hein. Donc 339 demandes d'autorisation enregistrées. Sur ces 339 demandes, les 3/4, même un peu plus, puisque c'est 78%, elles proviennent de la ville-centre de Béziers, qui nous ont diffusé, on va dire, 264 demandes. Du coup, les 9 autres communes ne représentent que 22% des autres demandes. Et je vous ai mis à titre d'exemple la commune de Servian, qui est une commune de 5000 habitants, qui en nombre de demandes arrive en 2e position et qui nous a transmis que 23 demandes d'autorisation, ce qui représente 7% au total. Dans ce tableau, je ne vais pas le lire évidemment en entier, mais ça donne une idée, ça reprend un petit peu les chiffres que je vous indiquais à l'instant. Les 3/4 de demandes au profit de la ville de Béziers. Après, il y a 3 autres communes, Servian, Bassan et Bougeant-sur-Libron, qui suivent, mais de loin, hein, puisqu'on est à 23 demandes pour Servian, 19 pour Bassan et 15 demandes pour Bougeant. On a même une commune, Cornillan, où 0 demandes ont été enregistrées. Donc forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème Forcément, il doit y avoir des problèmes de non-décence dans certains logements en centre ancien, dans cette commune aussi. Mais là, il y a lieu de s'inquiéter peut-être sur un manque de communication, peut-être à la fois de notre part, mais également peut-être au niveau de la mairie, qui a peut-être pas suffisamment fait le relais d'informations sur l'existence du dispositif, à travers par exemple son bulletin municipal. Donc là, forcément, il y a un souci. C'est pas normal qu'au bout de plus d'1 an d'engagement dans le dispositif, une commune ait à ce jour zéro signalement, 0 demande à nous faire. Tu peux revenir par contre en arrière, je veux juste détailler quelque chose de plus. Voilà. Alors, nous avons la première colonne concerne les demandes enregistrées. La deuxième colonne, on a appelé ça autorisation directe. C'est quand l'autorisation se fait suite au diagnostic de visite. La troisième colonne concerne ce qu'on appelle les autorisations différées. C'est par exemple le cas de logements qui ont reçu de notre part une décision d'autorisation sous condition,
et qui, dans un second temps, nous ont fait parvenir les justificatifs de travaux demandés. Par exemple, s'il y avait une grille d'aération installée, une ventilation à mettre, rapidement, les propriétaires, dans un second temps, c'est pour ça qu'on a utilisé le terme de différé, nous ont adressé les justificatifs sous forme de photos ou de factures. Et au final, ces autorisations différées deviennent des autorisations au final, donc. Et ce qui fait qu'à ce jour, sur la ville de Béziers, par exemple, sur 264 demandes enregistrées, nous avons eu 92 autorisations directes, 92 autorisations différées, ce qui fait qu'au total, on a 184 autorisations attribuées sur la ville de Béziers sur 264 au départ. Ça signifie qu'il y a 68 demandes d'autorisation qui restent encore sous condition. C'est-à-dire que les propriétaires, les bailleurs ou les mandataires ne nous ont pas encore adressé les justificatifs. Donc, dans ce cas de figure, sur les 68 restants, pour la ville de Béziers par exemple, tous les 3 mois, on leur fait un rappel, on leur fait un mail de rappel comme quoi nous n'avons toujours pas reçu leur justificatif et qu'ils se doivent nous les adresser au plus tôt. Voilà, là c'est un petit schéma sous forme de camembert qui reprend le tableau précédent. Voilà, alors là, bon évidemment, la plus grande partie c'est les autorisations par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Une partie moindre des autorisations qui restent sous condition. Et puis ce qui se voit peut-être pas très bien à l'écran, il y a une fine partie orange qui concerne les refus. Parce que des refus, on en a eu pour l'instant de mémoire une dizaine, mais globalement, et c'est tant mieux, les 3 quarts des situations de refus se transforment au final en autorisation parce que les bailleurs ou les mandataires réagissent et font le nécessaire pour que le refus se transforme en autorisation. Donc à ce jour, de refus qui restent toujours en cours, je crois qu'on en a qu'un ou deux. Ce qui est très peu, c'est tant mieux dans un sens. Pour ce qui est de la nature des ordres relevés, alors ce qui revient très souvent, c'est ce qu'on fait apparaître sur la diapo, c'est les défauts de ventilation, ce qui est peut-être parfois pas trop étonnant, hein, puisqu'on est souvent dans des vieux logements, hein, dans des vieux immeubles, dans des vieux secteurs. Également, ma collègue rencontre très souvent dans ses visites des défauts sur les équipements au niveau des chauffages, des mises aux normes électriques. Également, dans un tout autre domaine, sur des absences, par exemple, de garde-corps ou de rampes sur des marches d'escalier internes. Sur les points qu'on a déjà notés à améliorer et qu'on s'est déjà engagé à améliorer, c'est par exemple sur la question de la validité de l'autorisation. Parce que dans la délibération dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on avait prise au niveau communautaire, on ne faisait pas mention de la validité de l'autorisation attribuée aux demandeurs. Donc, étant donné que cette question revenait fréquemment, on a décidé d'attribuer une validité à notre décision d'une durée d'un an. On estime que notre décision est valable pour une durée d'un an. Si, par contre, dans la même année, il y a un turnover qui s'opère et que le locataire change, on exempte le demandeur d'une nouvelle visite de contrôle. Par contre, on lui demande de nous en informer et de nous adresser les justificatifs sur les points de décence. Voilà, exactement. Ce qui est arrangé du côté des perspectives, c'est ce qui pourrait être l'évolution du dispositif dans les mois à venir. Parce que forcément, en mars ou avril, il y aura un changement peut-être de gouvernance au niveau de l'agglo, puisqu'il va y avoir les élections des maires et donc des représentants des villages au niveau de l'agglo. Donc il se peut que les maires actuels qui resteront en place, ou peut-être ceux qui seront amenés à rejoindre l'agglo, ils veuillent un petit peu revoir leur périmètre. Alors a priori, ce sera peut-être le cas sur la ville-centre de Béziers, parce que je pense qu'au niveau des 10 villages qui sont engagés dans le dispositif, je vois pas trop pourquoi les périmètres bougeraient, puisque je pense qu'ils ont ciblé les secteurs les plus fragilisés, les plus anciens. Par contre, sur la ville de Béziers, qui est plus étendue, qui a 77 000 habitants, il se peut qu'il y ait des choix de périmètres différents qui s'opèrent. Par exemple,
sur les deux périmètres qui sont concernés actuellement sur la ville de Béziers. Il y en a un qui nous permet d'avoir beaucoup de demandes parce que c'est un périmètre assez étendu qui couvre une partie du centre ancien. Mais on a un second périmètre qui a été choisi par la ville de Béziers où là, par contre, on a très peu de demandes. Je crois qu'on a une vingtaine de demandes parce que le périmètre a été peut-être pas très bien choisi ou trop limité dans sa superficie, ce qui fait qu'on a peu de retours, on a peu de demandes d'autorisation sur ce second périmètre. Donc il se peut que ce second périmètre soit élargi ou alors que la municipalité de Béziers choisisse d'autres périmètres couverts par le dispositif. Donc ça, c'est les perspectives à voir dans les prochains mois, très probablement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire rapidement en une quinzaine de diapos sur un retour d'expérience sur l'autorisation de louer à l'agglo de Béziers-Méditerranée. Merci beaucoup. Très clair. Alors, je vais relayer les différentes questions qui arrivent. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Non, ça va. Alors, déjà, il y a sur les périmètres, ils sont choisis par les... Il faudrait qu'ils enlèvent le haut-parleur parce que sinon, ça va être compliqué. Oui, je vous entends. C'est bon ? Ah, mais... Ouais, je vous entends. Donc, la question des périmètres, donc comment ils ont été choisis par les mairies et dans les périmètres concernés, est-ce que le permis de louer est obligatoire ou juste incitatif ? Alors, au niveau des périmètres, alors, ils ont été choisis par les maires, par les 17 municipalités, les 10 municipalités, pardon, puisqu'il n'y a que 10 municipalités qui se sont engagées dans le dispositif. Donc, ce sont les 10 municipalités qui se sont concertées entre elles pour choisir les périmètres. Par contre, dans un second temps, ils nous ont fait remonter, ils nous ont adressé les fameux périmètres, et c'est nous qui les avons validés, entre guillemets, par un vote en conseil communautaire. Donc, le choix du périmètre s'est fait à l'échelle municipale, mais par contre, la délibération qui a officialisé les périmètres, elle s'est faite au niveau communautaire, bien une délibération communautaire. Il n'y a pas eu besoin que les maires fassent une délibération municipale en plus. Donc, on les a un petit peu allégés de ça. On leur a laissé la main pour le choix de leur territoire concerné, mais par contre, pour la délibération, c'est l'agglo qui a pris la main. Voilà. Par contre, sur votre seconde question, à savoir si à l'intérieur des périmètres, ma foi, le dispositif était obligatoire, la réponse est oui. À partir du moment où l'immeuble est dans nos listings et dans la désignation des voies concernées, forcément, le propriétaire ou le mandataire a l'obligation de nous faire une demande d'autorisation. Alors, il arrive parfois que on a quelques coups de fil ou quelques messages par courriel de situations de propriétaires qui ont appris que le dispositif était en cours, mais qui l'ont appris sur le tard, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un propriétaire un locataire dans le logement et ils nous demandent une autorisation a posteriori. Alors, dans ce cas-là, plutôt que de contrôler le logement, ma collègue prend la tâche d'eux, se rend sur place, visite le logement en présence du locataire et fait part des observations sur les désordres éventuels. Mais logiquement, on leur rappelle que la demande se fait préalablement, comme le nom l'indique. C'est une autorisation préalable de mise en location. Ça sous-entend forcément avant que le locataire soit dans le logement. Ok, très bien, c'est très clair. Concernant les diagnostics techniques, donc il y avait deux questions. D'abord, quels sont ces diagnostics qui sont demandés au bailleur pour déposer sa demande? D'accord. Et vers quelle structure, vers quels organismes sont orientés les bailleurs pour réaliser ces diagnostics? Techniques, quels sont ces diagnostics c'est les bureaux d'études. Quels sont les et les diagnostics, c'est les DPE, et vers quelles structures sont plomb, l'amiante pour réaliser ces diagnostics? Et gaz. Si le logement, il y a du gaz. Après, ils sont pas tous concernés. Si le plomb, le diagnostic plomb était négatif, il n'y a pas besoin de le refaire. L'électricité, elle doit être, le diagnostic électrique doit être réalisé si l'électricité a plus de 15 ans. Voilà. Mais en tous les cas, la démarche qui est faite sur le terrain, c'est aussi rendre compte et informer parce que
certains propriétaires sont pas au courant que les diagnostics du type DPE doivent être adjoints au bail. Après, oui, dites-moi. D'accord, très bien. Merci. Alors, non, il y avait d'autres questions concernant les demandes d'autorisation. Vous avez parlé de 339 Je vois avec mon collègue, d'autorisations enregistrées. On se demandait combien de gens étaient concernés par le périmètre du dispositif. Non, il y a un périmètre. Ouais. Il y a à peu près 2000 logements. 2000 logements sur la ville-centre. Que sur la ville-centre. Sur la ville-centre de Béziers. C'est pas grave, hein, si vous avez... D'accord, très bien. D'accord, très bien, merci. Alors, une autre question. Je voulais juste préciser, quand mon collègue est intervenu, s'il y a une régulation, c'est-à-dire que le propriétaire n'était pas au courant et du coup il a mis en location le logement, s'il y a déjà un locataire en place, moi je régularise la situation. Par contre, s'il y a travaux, il y a une exigence de 15 jours pour réaliser les travaux. Au fur et à mesure avec les agglos du département de l'Hérault et notamment la nôtre, pardon. Et nous, le partenariat date de 2016. Alors là, à la différence de l'autorisation de louer, on intervient dans les logements à partir de signalement, soit du locataire, soit d'un partenaire social. Ça peut être un travailleur social du département, ça peut être un CCS dans un petit village. À partir d'un signalement, Servan se prend en contact avec le locataire ou l'intermédiaire, celui qui a passé le signalement, pour fixer un rendez-vous de visite du logement et contrôler la décence du bien. Donc, tout à l'heure, on était dans un cas de demande de la part d'un propriétaire qui peut mettre à la location. Là, forcément, on a affaire plutôt à un signalement, très souvent en provenance d'un locataire. Alors, ce que je voulais préciser, une petite particularité sur notre territoire, c'est que autant, je vous disais tout à l'heure que l'agglomération a la main à 100% sur le dispositif autorisation de louer, puisqu'on le gère à la fois sur la ville-centre de Béziers, mais également sur les 9 communes agglomérées qui se sont engagées là-dedans. Mais pour ce qui est du dispositif CAF, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est la ville-centre de Béziers qui suit le dispositif d'essence CAF à 100% de son côté, pour son territoire, c'est pas pour la ville-centre, étant donné qu'elle a un service d'hygiène compétent en la matière. Et pour ce qui est des 16 autres communes de l'agglomération, c'est la cellule habitat dégradé de la direction de l'habitat de l'agglo qui gère avec la CAF le dispositif de lutte contre la non-décence. Voilà, donc sur le dispositif CAF d'essence, on a d'un côté la ville de Béziers avec son service d'hygiène, et pour les 16 autres communes, notre cellule habitat dégradé. Location au niveau du dispositif CAF, si vous voulez, le bras armé qu'on a, c'est que si le propriétaire bailleur ne joue pas le jeu par rapport aux recommandations qu'on lui fait par courrier recommandé avec accusé de réception, si au bout de 15 jours, on n'a pas de réponse de sa part, aucune réponse de sa part, à la fois orale ou écrite, d'une part, ou si on a une réponse de sa part, mais qu'au bout d'un délai qu'on a estimé raisonnable de 2 mois, on n'a aucun retour sur les travaux prescrits, les travaux prescrits qui lui ont été prescrits par courrier recommandé. À ce moment-là, on fait remonter le dossier, on fait remonter le diagnostic type CAF à nos collègues du pôle logement à Montpellier, de la CAF, qui procèdent à la consignation de la location logement. Donc pour le coup, là, autant il n'y a pas de phase de médiation, comme vous disiez tout à l'heure, dans le cadre de l'autorisation de louer, parce que c'est pas le but du jeu, quoi. L'autorisation de louer, c'est quelque chose qui doit se faire assez rapidement. Je vous rappelle qu'on a parlé tout à l'heure d'un délai de mois pour répondre, pour attribuer une décision au demandeur.
Donc là, il n'y a pas d'histoire de médiation ou pas. Par contre, là, dans le dispositif d'essence avec la CAF, euh, pour reprendre les propos de notre collègue du pôle logement de la CAF, il y a une petite phase de médiation où on fait en sorte que le bailleur, le propriétaire bailleur, averti des dysfonctionnements dans le logement, puisse réagir dans un temps raisonnable. Voilà. Sans quoi, sanction et suspension, consignation de la CAF jusqu'à ce qu'ils réagissent. Par rapport à votre collègue qui me questionnait, je resitue, pour voir si je n'ai pas perdu le fil, qui demandait par rapport aux personnes qui passaient outre, la demande C'est d'autorisation. ça. Du coup, je reprends mon propos. Je disais que ma collègue avait fait le choix d'observer le site du Bon Coin pour voir s'il y avait des annonces immobilières concernant notre secteur, et notamment la zone soumise à l'autorisation de louer, qui passait à travers les mailles du filet. Donc, dès lors qu'elle voit une annonce qui correspond à tous ces critères-là, elle prend contact avec le mandataire professionnel ou avec directement le bailleur pour lui rappeler qu'il doit respecter cette demande d'autorisation auprès de nos services. Et je disais tout à l'heure qu'on suppose que les gens ne passent pas par nous en étant de bonne foi. Peut-être parce que s'ils habitent loin de Béziers, s'ils habitent une autre région de France, ils sont peut-être pas toujours censés savoir que ce dispositif est en vigueur sur le territoire de Béziers et des 10 communes qui se sont engagées dans l'agglomération sur le dispositif. Voilà, donc on leur fait un rappel à l'ordre, mais un petit rappel sur les obligations et on leur adresse le service. Naïf non plus. Hein. Voilà, mais en même temps, après, comme ma collègue dit à côté, on n'est pas naïf non plus, à savoir qu'on se doute bien qu'il y a certains individus qui, eux, par contre, de façon tout à fait réfléchie, passent à travers, hein, de façon volontaire. Et par contre, ceux-là, bon, on ne peut pas toujours les coincer, entre guillemets, parce que là, par contre, c'est le terme qu'il faut employer. Et là encore, on a des progrès à faire en la matière, hein, pour pas qu'il y ait des individus peu scrupuleux, propriétaires peu scrupuleux, qui passent à côté de l'obligation. On n'est pas dupes, hein, mais on essaie de faire au mieux, mais bon, voilà. Avec les requêtes CAF aussi. Pardon, avec les requêtes à la CAF. Et également avec les requêtes à la CAF, ça peut être un moyen aussi de cerner des propriétaires qui passeraient à côté de l'obligation. Voilà. Et vous savez s'il y a des sanctions qui sont prévues par la loi pour... Ouais. Alors tout à l'heure, ma collègue y a fait allusion. 15 000 euros. C'est pas un souci. Alors les textes officiels prévoient une amende qui part de 5 000 euros minimum et qui peut aller jusqu'à 15 000 euros. Donc c'est en fonction de la gravité de la faute. Il va de soi que quelqu'un qui met en location sans savoir connaissance du dispositif, alors je me suis renseigné là-dessus, il reçoit d'abord un premier avertissement, un premier courrier de mise en demeure du préfet qui lui explique son obligation. Donc finalement, il y a une seconde chance qui lui est laissée, étant donné que le préfet lui adresse un courrier en ce sens, pour que tout se remette à jour, qu'ils se mettent en cohésion avec la loi. Par contre, si c'est des individus, par exemple, qui ont reçu une décision de refus, c'est-à-dire refus, on l'a dit tout à l'heure, ça signifie des situations quand même assez préoccupantes dans le logement. Et si malgré un refus, l'individu met à la location, malgré un arrêté de refus qu'il a reçu de notre part, là, par contre, signalement immédiat au service de la préfecture. Et là, par contre, à partir du moment où on a la preuve qu'il y a bien un locataire dans le logement, malgré le refus, là, c'est la procédure d'amende qui va lui être obligée, puisque là, c'est une volonté délibérée de ne pas respecter une décision officielle de refus. Donc là, c'est quelqu'un qui se moque un petit peu des choses, dont la sanction devra suivre. Voilà. D'ailleurs, pour votre information, toujours sur ce sujet, on voulait savoir si, notamment, on s'est rapproché des services de l'État, de la DDTM 34 pour nous, dans l'Hérault, pour savoir s'il existait un modèle type de courrier qu'on pouvait adresser au préfet. Et la DDTM nous a adressé un modèle de courrier qui est assez précis, c'est-à-dire que c'est un courrier qui demande de détailler l'identité du locataire qui est dans le logement, qui doit indiquer depuis quand le locataire est dans le logement, etc., etc.
de façon à ce que les services de la préfecture aient un maximum d'informations sur la situation en question. Ce qui paraît logique, puisque si une sanction financière doit s'en suivre, il est évident qu'on doit être sûr de notre fait, qu'on doit avoir la preuve formelle qu'il y a un locataire répondant à telle identité qui est bien dans le logement, etc., etc. Donc, sur ce genre de sujet, de sanctions, de suivi des sanctions, là aussi, les services de l'État se mettent au pli et ça avance, quoi. Tant mieux. Tant mieux. D'accord. Donc, les outils législatifs Ils et mettent en place au financiers fur et à mesure. Voilà, existent c'est et ça. voilà, ils sont peu à peu Ça. déployés. Ok. Et en plus, Euh, je rajouterais que nous, à Béziers, on a la chance, bon, même si pour l'instant, on devrait peut-être se rencontrer plus fréquemment, mais il se trouve que le sous-préfet de Béziers, le sous-préfet d'arrondissement, comment on appelle ça, référent, merci, il est référent habitat indigne. Donc, c'est plutôt positif pour nous, quoi. Voilà. d'accord. Ouais, c'est bien. Alors, d'autres questions, on va déborder un tout petit peu parce que comme on a eu un problème technique, on se prend 2 Oui, on a minutes pris de un petit rab. peu de retard, oui, oui, Mais tout à fait. voilà, il reste pas mal de questions, donc j'enchaîne. Alors, au-delà des travaux d'urgence, donc ce que vous demandez de faire, est-ce que vous avez connaissance de situations où les bailleurs ont réalisé des travaux d'envergure, du coup, de rénovation énergétique un peu plus conséquents, par exemple Alors, avec le soutien de l'ANA, donc suite alors, à je vais des... reformuler la question à ma collègue et je vais vous la repasser parce que là, elle ne vous a pas D'accord. entendu. Donc, quelqu'un dans l'auditoire demande si j'avais eu des cas de propriétaires à travers le dispositif d'autorisation de louer qui finalement avaient fait plus qu'on leur demandait. C'est-à-dire qu'il y avait. Non, vous voyez, elle me dit, la réponse est brève, elle me dit non. Non, déjà, c'est. Elle me dit qu'en gros, voilà, c'est déjà pas évident de leur faire entendre pourquoi ils avaient eu une autorisation sous condition ou un refus. Donc, d'après ce que je lis à travers sa réponse, ils ont tendance à se contenter de ce qu'on leur a demandé. Et il n'y a pas comment dire, d'aménagement, d'amélioration du logement en profondeur. C'est la limite du dispositif d'autorisation. Voilà, elle me dit que c'est un petit peu la limite du dispositif. Parce que c'est quand même un dispositif contraignant et qui a une approche un petit peu, je dirais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais une approche un petit peu réglementaire. Donc on n'est pas sur une logique d'amélioration au sens de l'ANA, type OPA ou PIG, etc. De la même façon, tout à l'heure on parlait du dispositif d'essence en partenariat avec la CAF. Je sais que nos collègues du service hygiène de la ville de Béziers, quand ils font un diaporama de bilan, de présentation d'un bilan annuel, des fois ils nous présentent des cas où, pour le coup, là par contre, les propriétaires sont allés au-delà de leurs recommandations. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient relevé, par exemple, je dis n'importe quoi, 2 ou 3 points de désordre relevant de la non-décence. Et au final, non seulement le propriétaire bailleur s'engage à résoudre ça, mais en plus, il va au-delà et il transforme littéralement leur logement dans le bon sens, quoi. Mais nous, au niveau de l'autorisation de louer, comme vient de me l'indiquer ma collègue, on ne rencontre pas ce cas de figure. Et du coup, ça, c'est Voilà. une question que moi je rajoute dans la continuité. Est-ce que vous leur transmettez quand même éventuellement des informations sur les dispositifs qui pourraient exister d'aide et de subventions Je comprends votre en même question. temps ou pas Madame Moisan demande si on fait le lien avec la maison d'habitat durable, les dispositifs, etc. Très peu, parce que. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas le faire ou qu'on ne peut pas le faire, parce que, évidemment, nos collègues de la maison d'habitat durable, on les voit quotidiennement, hein, donc c'est eux qui ont la main sur tout ce qui est adaptation d'un logement pour les personnes à mobilité réduite, ou amélioration énergétique du logement, ou travaux lourds. Tous ces dispositifs-là, on les connaît et nos collègues se chargent du suivi à travers les OPA et les PIG. Mais pour autant, le lien, parce que c'est un peu votre question, est-ce que l'articulation se fait entre ça, les aides éventuelles pour travaux et l'autorisation de louer? Pas vraiment, parce que... Vraiment parce que les aides sont très exigeantes au niveau de l'ANA. de l'ANA. Voilà. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu ce que disait ma collègue, que voilà, les exigences de l'ANA sont quand même assez importantes aujourd'hui. L'ANA s'engage pas n'importe où, n'importe comment. Et moi, je rajouterais aussi que, comme on vous le disait tout à l'heure, à travers l'autorisation de louer, on voit souvent aussi des petits soucis de non-décence, mais qui relèvent pas de travaux très importants. Forcément, on va pas solliciter l'ANA, vous en conviendrez, pour installer une ventilation ou une grille d'aération sur une Par menuiserie. contre, pour les refus, oui.
Par contre, comme elle me dit, pour les situations de refus d'autorisation, qui sous-entendent des travaux beaucoup plus lourds à mettre en œuvre, là, par contre, la bascule se fait avec nos collègues chargés de mission via les dispositifs ANA existants sur notre territoire, oui. D'accord. Merci. Euh, Est-ce que le permis de louer, c'est un dispositif pérenne dans le temps ou bien il a une durée limitée dans les délibérations qui ont été prises pour sa mise en œuvre? Il y a une date de fin de ce dispositif-là. Non, alors, pour l'instant, donc nous ça a été pris la délibération en décembre 2017. Mhm. Donc ça s'est mis en application au 1er juillet 2 juillet exactement 2018. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi aujourd'hui, enfin bientôt un an et demi, pardon. Et par rapport à votre question, dans la délibération d'origine, il n'était pas prévu euh, de revoir entre guillemets le dispositif ou de le retravailler. En tout cas, c'est pas écrit sur la délibération. Mhm. Je pense que si ça doit se faire, comme je vous le disais tout à l'heure, ça sera peut-être après les élections municipales du mois de mars-avril, où là les nouvelles équipes peut-être se mettront en place, hein, et soit les nouveaux maires, soit ceux qui sont en place mais qui veulent faire évoluer le dispositif, le feront savoir. Parce que nous, des fois, on fait des présentations en bureau communautaire auprès des élus, où on fait un bilan de la maison de l'habitat durable. Et nous, la cellule habitat dégradé, qui est composée de Servane, ma collègue et moi-même, on présente un petit bilan là aussi. Et là, c'est parfois l'occasion pour les élus, à travers ces bureaux communautaires, de dire quels seraient leurs souhaits. Et pourquoi pas revoir les périmètres, hein, ou pourquoi pas se retirer du dispositif. Hein. On peut imaginer aussi qu'une municipalité veuille adhérer au dispositif, mais peut-être qu'une veuille s'en retirer. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Mais en tout cas, ça n'a pas été écrit. Ça se fera en réunion de bureau communautaire par la voix des élus. D'accord. Une dernière question vraiment d'information, puis après deux petits points pratiques. Vous avez évoqué 339 demandes, 2000 logements qui sont concernés sur les zones. Est-ce que la différence, ça correspond, à votre avis, à des propriétaires bailleurs qui n'auraient pas demandé l'autorisation parce que le locataire n'a pas changé? Ou enfin, comment vous expliquez le delta? Ou bien des Oui, gens il qui y n'ont a pas fait pas la demande d'autorisation? des zones où il n'y a pas de turnover, où il y a où ça passe, où des propriétaires passent à travers. Euh, euh, j'ai pas trop d'explications autres que celles que je viens de vous donner, Oui, quoi. oui, c'est un mélange des deux, quoi. Des gens Oui, c'est qui un sont mélange des deux. des locataires bien installés pour longtemps et puis Oui, où il n'y a pas de turnover et d'autres. ils n'ont pas fait la demande parce qu'ils n'en ont pas eu Oui, c'est ça, connaissance ou ils n'avaient pas envie. c'est ça, Mm. c'est ça. Ok, et ben c'était la dernière question. Il y a deux autres points pratiques en fait. Les gens demandent si jamais c'est possible que vous transmettiez d'une part la convention que vous avez signée avec la CAF. Je pense que c'est notamment la dame de la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire qui demande ça parce il y a un permis de louer en œuvre sur la communauté d'agglo de Saint-Nazaire, D'accord. mais c'est pas facile de travailler avec la CAF justement à cause des règles de informatique et liberté, la protection des données. Donc ça pourrait peut-être les aider à débloquer une situation là-bas. Et du coup, vous nous envoyez son mail ou comment? Bah, ou vous pouvez peut-être m'envoyer le modèle et puis je transmets parce que ça m'intéresse aussi D'accord, de voir convention si CAF. c'est possible. Et Ça, puis aussi, c'est la ville de Béziers? La ville de Saint-Nazaire? J'ai pas compris. C'était l'aglo, cette ouais, ville. c'est l'aglo L'agglo de Ouais, Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, d'accord. qui a mis aussi en Mhm. place le permis de louer voilà, depuis quelques temps. Et Mhm. puis, autre demande de transmission de documents, le modèle de courrier dont vous avez parlé, qui est envoyé au propriétaire bailleur, qui vous a été transmis par la DDTM. Est-ce que vous Ah, pouvez aussi nous transmettre ce modèle de courrier pour pour qu'on... les autorisations sans autorisation. Voilà, Et location exactement. sans autorisation. Voilà, Le courrier de la DDTM. Le modèle de courrier de la DDTM. On transmet ça à Marie. c'est C'est possible? ça? Ouais, exactement. Ok, Est-ce ça que c'est marche, des choses, Marie. voilà, c'est pas absolument confidentiel et on peut le transmettre aux gens qui nous ont fait la demande et qui ont Oui, oui, tout regardé le à fait. webinaire? Ok, parfait. Donc la réponse à ces deux questions est oui. Super. Bon, ben, ça a bien, c'était bien. Ah, c'était très bien, très bien. Finalement, on a réussi malgré les petits couacs techniques. Merci à tous de vous être accrochés, à vous, deux présentateurs et puis aux participants.
moi, j'ai trouvé ça super clair et très intéressant. Donc, un grand merci à tous les deux. Merci à vous. Bien. Et puis voilà, je mettrai le webinaire en ligne la semaine prochaine, après avoir coupé les petits morceaux qui ont pas bien fonctionné pour essayer d'avoir quelque chose un peu plus fluide. Un grand Très merci bien, à tous les Marie. deux. Voilà. Merci à vous Merci, bonne journée. et à bientôt. Au revoir. Au revoir.